Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode tout particulier qui me tient vraiment à cœur. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire cet épisode, mais je pense que j'arrivais pas encore à m'organiser pour prendre le temps vraiment de me poser et vous partager en fait mon histoire à travers l'anorexie et la boulimie. Donc pour certains d'entre vous qui me suivez, vous savez peut-être que j'ai écrit un livre qui s'appelle «L'appel à la vie», que j'ai auto-édité en 2021, après l'avoir laissé, mûrir pendant presque 10 ans. Mais j'ai parfois un peu parlé de certains points que j'ai pu vivre à travers l'anorexie ou la boulimie dans des épisodes précédents, mais j'ai jamais consacré tout un épisode, par rapport à ça. Donc, dans cet épisode, je vais vous parler, de mon parcours à travers cette maladie. Je tiens à préciser que j'avais fait aussi, il y a quelques années de ça, 2 conférences par rapport à l'anorexie et la boulimie et je me suis dit que j'avais vraiment envie, une fois, de poser ça à plat et ceux qui se sentent appelés à écouter peuvent le faire et voilà, je ne sais pas si je referai des conférences, en présentiel, parce que c'est quand même, pas toujours évident de devoir répéter, cette partie de sa vie, mais en même temps, je sais à quel point ça peut aider d'autres personnes aussi à se sentir moins seules. Donc voilà, je me suis dit: «Je pose tout ça dans un épisode et je verrai par la suite ce qui vient spontanément». Donc je tiens à préciser aussi que je suis infirmière, mais en aucun cas je vais donner, des pistes, plus, médicales, au niveau de la clinique de cette maladie où je vais pas, faire des conseils, trop précis, puisque chaque personne est vraiment différente et que moi, je vous ai pas en face de moi. J'ai pas une vision globale de votre situation. Ici, je vais vraiment partager mon parcours et puis, chacun prend ce qui résonne juste pour lui-même et je ne détiens pas de vérité, je veux convaincre personne, je suis juste dans le partage. Donc ceci étant dit, je vais donc poursuivre avec, mon histoire. C'est pas évident de parler de cette, partie de ma vie parce que, donc l'anorexie a commencé environ en 2008 quand j'étais au gymnase dans le canton de Vaud et je dois dire que durant toute cette période où je souffrais de cette maladie, c'est comme si, mon âme était, comme si mon corps physique était là, mais une partie de moi était ailleurs et j'ai beaucoup de peine à rassembler, à recontextualiser, en fait, les choses, à me resituer au niveau des dates. J'ai des moments qui sont flous. J'ai de la peine à assembler les pièces du puzzle, mais je me souviens très bien des pensées que je pouvais avoir. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans mon livre, vous avez, plutôt des poèmes, donc une vingtaine de poèmes, et puis vraiment toute l'introspection de ce que j'ai pu vivre et moins l'aspect, journal, où chaque jour je notais ce que je faisais, en fait. Parce que je sais que certains témoignages sont très précis aussi au niveau du timing, des quantités mangées et cetera, mais c'est vrai que, ouais, cette partie-là est peut-être moins précise au niveau de
du timeline ou des événements, surtout que maintenant ça fait, bien 10 ans que j'ai souffert de cette maladie, que cette maladie a commencé donc je vais faire au mieux pour vous présenter tout ça et c'est vrai que j'ai aussi eu, ma maman qui a pu me redonner beaucoup d'informations, me resituer dans les choses. Donc voilà. Alors, comme je disais, ben, mon anorexie a commencé au gymnase quand j'avais 16 ans. Déjà avant ça, j'avais une fille dans mon entourage à l'école qui souffrait aussi d'anorexie et à l'époque, on n'en parlait, vraiment pas du tout. Il y avait une incompréhension un peu de tout le monde. On voyait, que cette personne en classe, perdait de plus en plus de poids, mais le cachait évidemment et puis, était dans cette maîtrise d'elle-même. Elle était aussi mon amie et puis en fait, moi, je pense qu'une partie de moi, se disait: «Mais c'est incroyable, cette maîtrise d'elle-même qu'elle avait». Comme une sorte de fascination d'avoir ce self control qui me fascinait déjà avant, le gymnase. Surtout que moi, petite, j'étais, très perfectionniste. Je pouvais, dépasser un trait dans un dessin, ben, je devais, déchirer et recommencer, le dessin, donc pour dire. Et puis, voilà, donc je pense qu'il y avait cette partie de fascination et j'avais aussi, pas vraiment de confiance en moi. Je me comparais déjà petite aux autres. Je faisais de la danse classique à l'époque et là aussi je me sentais des fois un petit peu plus grosse. C'est un gros mot, hein. Je sais pas trop comment dire, peut-être plus potelée que les autres ou pas bien dans mon corps déjà petite. Dans la danse. Donc voilà, il y avait un petit peu ce terrain-là et pourtant, mes parents m'ont jamais mis la pression, au niveau de mon corps ou de l'alimentation. Je tiens à le préciser, ça n'a jamais été, un sujet d'inquiétude, ou de questionnement. C'était vraiment moi-même, c'était moi-même, contre moi-même. Et donc c'est au gymnase, que ça s'est, vraiment péjoré. Déjà la prof de gym nous pesait, donc une fille après l'autre et dans les vestiaires et bien sûr que mes parents n'étaient pas du tout contents, quand je leur ai expliqué ça et c'est vrai que là ça a, bien appuyé le fait que je me sentais, moins bien que les autres, plus, bah, avec un poids plus lourd que les autres, donc ça a commencé à alimenter ce rejet envers moi-même et cette haine envers moi-même. Donc j'ai petit à petit, en fait, c'était pendant des vacances d'été. On est partis en vacances et je me suis dit: «Ben, voilà, je vais pas manger, le repas de midi». Voilà et puis, alors comme j'adorais quand même manger les pâtes et tout et là, je me suis dit: «Ben, non, je vais pas manger ce plat de pâtes», alors que j'avais vraiment faim. Et petit à petit, j'ai commencé à supprimer les plats principaux et en fait, on voit pas venir, on voit pas qu'on est en train de glisser, dans ce cycle infernal et puis, en fait, ben, plus j'arrivais à me contrôler, plus je me sentais fière de moi-même, en fait et ouais, je nourrissais cette partie en moi, qui se sentait invincible, je pense et ça alimentait des pensées, comme ça, qui tournaient en rond autour de l'alimentation. On commence à penser qu'à ça, donc c'est difficile parce que, ouais, on est déjà en train de penser au repas d'après, qu'on va devoir se retenir. En fait,
tout ce qu'il y a autour de nous n'a plus vraiment d'importance, on se coupe des autres aussi et puis on est vraiment focalisé sur, la nourriture et puis, c'est là aussi que justement cette sensation, s'installait d'avoir un peu la tête ailleurs et puis, de plus être vraiment là, quoi. Ensuite, il y a aussi, le sport qui se met en place où on a ce rapport, anormal avec le sport pour, encore plus brûler des calories. Donc ma mère, elle a tout de suite vu, qu'il y avait un souci, mon père aussi bien sûr, mais voilà, ils se sont dit: «Ben, là, ça joue pas. C'est pas normal qu'elle saute comme ça autant de repas et c'est pas juste un régime, en fait, ça allait plus loin que ça, en fait». Et puis donc là, je pourrais pas vous dire après combien de temps, mais c'était assez rapide où, ma mère a pris rendez-vous chez le médecin traitant, chez un médecin traitant qu'on ne connaissait pas, donc c'était la première fois qu'on allait là-bas et je pense que c'est à ce moment-là, je ne sais plus, je vous avoue, hein, si c'était à ce premier rendez-vous ou non que mes pulsations, bah, elles étaient à 40. En tout cas, et c'était donc 40, pulsations par minute, sachant que pour, quelqu'un de corpulence normale, on va dire, c'est plutôt 80 de pulsations par minute et puis, plus bas, c'est pour quelqu'un qui est vraiment, très sportif. Donc voilà, mais je pense qu'il s'était déjà passé pas mal de temps, entre le moment où j'ai commencé à ne plus m'alimenter et puis, quand j'étais à 40 pulsations par minute et puis, en tout cas, à ce moment-là, bah, j'ai vraiment eu un déclic en me disant: «Bah, là, ça joue pas». Je me suis rendu compte que, bah, je pouvais mourir, demain, quoi, si je continuais comme ça et puis, voilà, en tout cas, ça a été quand même un coup de massue, sans pouvoir vraiment savoir quoi faire finalement parce que j'avais cette petite partie en moi qui réalisait que ça jouait pas et l'autre partie, bah, qui était tellement dans l'engrenage de plus vouloir s'alimenter que, c'est comme si ça me rattrapait et puis, bah, justement, dans toute cette période d'anorexie, ce que je peux dire encore, c'est que, il y avait aussi un très grand isolement social. Donc, typiquement à l'école, j'allais pas manger à midi avec les autres amis, je me cachais si on veut, mais j'allais toute seule, genre manger une pomme ou rien manger pour pas qu'on me voie. Surtout aussi, je me comparais énormément à ce que les autres mangeaient, donc si je mangeais plus que mes proches, ça n'allait pas. Il fallait qu'eux mangent, plus que moi. D'ailleurs, des fois, c'était limite, invivable parce que j'étais toujours, focalisée sur leurs assiettes et puis, bah, je me reconnaissais vraiment pas du tout, en fait, comme si à chaque fois, il y avait un comportement en plus qui se mettait en place pour être encore, plus dans le contrôle. Donc en fait, on est dans un contrôle extrême et dans une perte de contrôle finalement en même temps. Et puis, bah, en fait, ce qui a été mis en place, aussi avec le généraliste, c'est que j'aille voir une diététicienne, déjà une, que j'allais voir, régulièrement et puis qui m'a expliqué un peu, ben, c'est quoi une assiette, normale, on va dire, bah, féculents, protéines et puis légumes et cetera. Mais pour moi, je peux vraiment donner l'image que c'est comme si, c elle parlait à des marionnettes en moi parce que c'était comme un jeu pour, cette voie de l'anorexie comme je le parle.
moi, j'étais un peu comme sous l'eau, sous l'emprise de cette voix et puis, en fait, chaque semaine, elle me repesait. Mais finalement, en fait, moi, je sais pas comment expliquer, mais en sachant que j'allais la voir et que j'avais perdu encore du poids, ben, pour moi, c'était comme une fierté de lui dire: «Ben, vous voyez à quel point je suis forte, j'ai encore pu perdre du poids», et ouais, comme cette vengeance envers, la vie et cette envie d'être plus forte que la vie, je pense et du coup, ça menait à rien du tout, j'ai envie de dire. Parce que je pense que la théorie, je l'avais déjà, mais ouais, j'avais la théorie, de ce qu'il fallait manger et cetera. Tout ça, je l'avais, mais je pense qu'il y avait une souffrance tellement plus profonde à l'intérieur que, l'entourage professionnel n'arrivait pas à toucher et puis, bah, au niveau du physique, il fallait aussi savoir que, il y a aussi un arrêt des règles. Ça, c'est aussi important de le dire, qu'avec le temps, ben, il y a toute cette féminité qui s'arrête et puis, aussi de se dire que, bah, quand c'était la période d'hiver, on pétait de froid. On avait la peau sur, j'avais la peau sur les os et du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui reste. Donc il y a tous ces changements, corporels qu'on a, mais en même temps, on est complètement déconnecté et puis, on s'en rend peut-être pas forcément compte. On a aussi une vision, qui n'est pas juste, de soi devant le miroir et cette haine du corps, hein. Moi, je me rappelle aussi qu'avant de perdre du poids, je pouvais prendre une ceinture et puis, l'enrouler autour de mon ventre pour l'aplatir et puis, bah, voyez des fois un peu cette durant l'adolescence, on peut avoir, tous ces changements corporels qu'on n'aime pas et puis là, c'était vraiment, décuplé, en fait. Donc, il y avait aussi une haine contre la nourriture. Si je craquais, je mangeais une fois trop selon moi, ce que je pensais, ben, ça m'est arrivé une fois de même jeter un bout de pain par terre tellement que j'étais, en colère d'avoir mangé un bout de pain. Donc voilà un peu ce que je peux dire aussi et puis, ensuite j'avais vu aussi, une psychiatre en parallèle. J'avais fait quelques séances et puis j'avais encore une autre diététicienne par la suite qui m'avait bien aidée. Elle avait, une sorte de tableau aussi où on pouvait écrire nos émotions, avant, comment on se sentait avec la nourriture et cetera, par rapport à ouais, par rapport à l'alimentation, comment on se sent et c'était tout un tableau, avec notre vécu émotionnel. Donc je pense que c'était aussi un chouette exercice que de simplement, se focaliser sur une assiette, qui est attendue selon les normes et puis, ensuite donc là, à cette période-là, je terminais le gymnase, donc j'ai réussi à terminer, mes 3 années. Je ne sais vraiment pas comment j'ai fait. Parce qu'honnêtement, je me rappelle que, surtout lors des cours de chimie, physique, maths, déjà que c'était pas mon fort. Moi, j'étais vraiment complètement ailleurs, j'étais, épuisée, fatiguée de ce manque d'être sous-alimentée, en fait et comme j'ai expliqué au début du podcast, comme c'est ce vide, en fait, où il y avait plus personne qui réfléchissait. Mais voilà, j'ai réussi quand même à terminer tout ça et puis ensuite j'ai un peu réfléchi quoi faire et puis, aussi en discutant, avec mes proches, j'ai décidé de faire une année de droit. Donc je suis allée à l'université de Fribourg
en se disant que ça ouvrait aussi un peu des portes et puis, ouais, que c'était quelque chose, pourquoi pas à essayer. Donc j'en ai parlé aussi à la psychiatre, donc j'étais toujours pas bien, donc au niveau de l'alimentation, j'étais toujours, pas sortie de l'anorexie mentale et puis, là, c'est vrai elle a appelé ma mère en disant que, c'était vraiment pas une bonne idée, que c'était ma mère qui influençait tout ça alors que c'était pas du tout le cas. Donc moi, je voulais arrêter le suivi avec elle parce qu'honnêtement, j'avais pas le feeling, ouais, j'avais pas le feeling et puis, bah, j'avais l'impression de pas du tout avancer quoi, en fait. Je sentais pas, après elle a sa posture professionnelle bien sûr, mais, je sais pas, il y avait ça venait pas toucher ce qui avait besoin d'être écouté, je crois, au fond de moi-même et puis, du coup, elle a dit que, bah, c'était une très mauvaise idée que moi j'aille à Fribourg, que, ça allait me faire chuter encore plus profondément et puis, bah, qu'en gros, j'allais peut-être pas trop m'en sortir, quoi. Donc voilà, pas vraiment d'accompagnement et d'encouragement. Mais comme j'ai dit, elle restait dans sa posture professionnelle et je peux pas, la juger pour ça. Mais c'est vrai que c'était dur à entendre le fait que, c'est comme si on pouvait vraiment pas s'en sortir et qu'on était, un peu emprisonné dans cette maladie. Donc je suis allée finalement donc j'ai arrêté le suivi et je suis allée à Fribourg, donc j'ai habité là-bas. Et puis, pour être honnête, je me rappelle plus trop quand ont commencé mes crises de boulimie. Je ne sais plus si c'était déjà avant ou pas, mais là-bas, je me souviens que j'avais des crises de boulimie. Donc tout à coup, peut-être à cause du stress, et surtout parce que je pense que je voulais aussi recommencer un peu à m'alimenter. J'avais fait déjà aussi un chemin intérieur et tout et bah, là, c'est vrai qu'avec la boulimie, ben, c'était vraiment très compliqué parce que je reperdais complètement le contrôle, à l'inverse où, j'arrivais plus à m'arrêter de manger et puis, fallait que, bah, que j'aille me faire vomir pour rééquilibrer, cette, prise alimentaire et puis, bah, là, il y avait énormément de honte, de, dévalorisation. Je me sentais plus capable de rien faire quand j'avais ces crises et puis, bah, comme déjà j'ai dit au début, on pense plus qu'à la nourriture finalement, il y a plus que ça dans notre tête, c'est horrible. Et on est tout le temps en train d'anticiper, de penser, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va rattraper les choses et cetera. Et puis, du coup, à ce moment-là, c'est vrai que je commençais gentiment aussi à m'ouvrir à d'autres choses, notamment aux mantras, donc les mantras, comme, en fait, Gayatri, ça s'appelle. Je ne me rappelle plus si c'est un mantra tibétain ou bouddhiste. Du coup, je récitais le Gayatri. J'avais fait aussi déjà des soins énergétiques, je pense. Donc ma mère, de toute façon, elle avait été formée dans les années 2000 au Reiki et du coup, il y avait déjà comme ça ce petit cheminement à l'intérieur qui se faisait, pour m'ouvrir à quelque chose un peu plus énergétique, à m'aider à ressentir mon corps aussi
Et voilà, donc j'ai passé toute cette première année de droit entre, ne pas m'alimenter, boire des litres de café, avoir des crises de boulimie, me sentir seule chez moi. Vraiment la solitude, c'était terrible. Donc c'est vrai que, je m'étais fait des amis à Fribourg, mais je pense que c'était la première fois que j'étais toute seule, dans un appartement et du coup, j'avais plus non plus vraiment les repères avec les proches, je pense, de ce qu'ils mangeaient ou pas. J'étais vraiment, seule face à moi-même. Du coup, voilà, ça a été quand même, très compliqué et puis j'ai passé quand même ma première année, là aussi, je sais pas comment. Bon, j'ai passé des heures et des heures à la bibliothèque de Fribourg à la fin pour tout étudier. Je dois dire que le droit, c'était super intéressant, mais franchement, au fond de moi-même, je me suis dit, que c'était pas vraiment fait pour moi, je pense. Et du coup, j'ai fait ces examens et puis entre 2, bah, il y avait la fin de l'année, en cours. Avant de recevoir les résultats, je me souviens qu'il y avait aussi un travail à rendre, en fait, de première année. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il me semble que moi, j'avais le thème des fondations, en fait, à faire et puis punaise, je c'était la galère, pour rendre ce travail. Franchement, je me rappelle, là, j'étais retournée chez moi, chez mes parents et en fait, j'étais face à ce gouffre, cette souffrance de pas y arriver, de pas être à la hauteur et puis ça alimentait encore plus mon trouble alimentaire. C'était vraiment horrible à vivre où, je me sentais tellement incapable de rien faire. Et donc, d'ailleurs, je pense que j'avais même pas réussi, ce travail, ce dossier à rendre. Il me semble que j'avais pas réussi, puis qu'il fallait que je le refasse. Mais par contre, j'avais réussi mes examens, pour le droit. Je les avais vraiment tous réussis et pourtant, j'ai décidé d'arrêter. Donc là aussi, ça a pas été facile parce que c'était quand même un investissement, mais je me suis dit: «J'étais tellement mal, dans cette souffrance, dans mon corps, envers la vie» et comme si quelque chose me disait bah, d'aller, explorer cette souffrance en moi, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment expliqué ça, mais malgré le trouble du comportement alimentaire, ou avec le trouble du comportement alimentaire, j'avais vraiment des questions existentielles, en fait. Je me rappelle, quand j'étais tout petite, c'est comme si je me disais: «Mais c'est qui est en train de réfléchir, je suis qui, en fait? Qu'est-ce que je viens faire là?» et c'est comme si j'étais dans cette quête de l'existence et puis c'est comme si ce trouble alimentaire, c'était un contrôle que je pouvais avoir à l'extérieur, parce que je pouvais pas maîtriser la vie, en fait. Et puis du coup, voilà, j'ai décidé de prendre, bah, une année sabbatique. Enfin, je savais pas si ça allait être une année ou plus, mais bon, voilà, j'ai décidé de faire cette pause, de tout arrêter et puis, bah, c'est là que, par hasard, une amie m'a m'a fait découvrir des cours de yoga à Montreux et en fait, de fil en aiguille, j'ai pris ces cours. Il y avait aussi de l'aïkido qui se faisait, de la méditation et puis, ben, ils avaient, dans ce dojo le programme, pour être Uchi-deshi en fait, donc étudiant à plein temps. Donc en fait, c'est vrai que le yoga me faisait beaucoup de bien, puis il y avait vraiment eu plein d'autres événements où je me suis petit à petit reconnectée à moi-même
et du coup, c'est vrai que j'ai de la peine à remettre dans l'ordre. Comme je vous ai dit, c'est compliqué dans ma tête, quand il faut remettre tout dans l'ordre. Mais pour dire, il y avait ce programme qui commençait, je pense dans quelques mois. Donc j'ai laissé tout ça maturer et puis, il y avait aussi eu le fait, en fait, que j'avais découvert entre-temps, comme j'ai dit, d'autres approches qui m'ont aidée, des livres. J'ai en fait découvert aussi le livre justement d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent et c'est vrai que ça m'a tellement fait du bien ce livre. Je me suis, vraiment détachée de mon histoire, de ma souffrance parce que lui aussi d'ailleurs il explique le fait que il me semble qu'il avait des pensées suicidaires ou en tout cas que, il était vraiment dans une profonde souffrance et tout ce cheminement où il a réussi à prendre la hauteur sur ses pensées et être comme un observateur et en fait, je sais pas, ça a fait un déclic en moi énorme, comme si, je sortais de ma prison et je me rappelle que, je pouvais marcher, à l'extérieur et je me sentais, complètement, unie à la vie, en communion. C'est venu réveiller quelque chose de très fort en moi, ce livre, comme d'autres d'ailleurs. Et puis, ça c'était vraiment, lorsque j'avais pris cette pause et ensuite, justement j'ai, décidé d'aller en tant qu'uchideshi dans ce dojo. Donc ça a été, très compliqué pour moi, de prendre cette décision et pour la petite anecdote, j'avais même commencé, des cours de violon, en fait, pendant cette année sabbatique parce que quand j'ai eu cet éveil à la vie, je crois que j'avais envie de tout tester de nouveau et puis je me reconnectais au sens et puis, du coup, je me suis dit: «Mais, si je fais, ce programme d'Uchideshi, est-ce que je vais pouvoir faire le violon?» Enfin, j'avais envie de tout faire en même temps et à un moment donné, j'ai dû, un petit peu me restructurer. Donc du coup, j'ai décidé, de toute façon, j'ai arrêté le violon parce que c'est vrai que ça demandait beaucoup d'investissement et je me suis installée dans ce dojo. Donc je me rappelle plus si j'avais déjà décidé pendant combien de temps je restais, mais en tout cas, j'y suis restée pendant plus d'une année presque. Donc en fait, on était là-bas à plein temps, on avait une petite chambre et puis, on faisait de l'aïkido, du yoga, on méditait tous les jours, on lisait, plein de livres, sur la spiritualité, le bouddhisme, développement personnel. J'ai fait aussi des retraites, des journées en silence, hem, j'ai vraiment été à l'exploration de moi-même au plus profond de mon être. Je me suis reconnectée aussi à mon corps. Je me souviens quand je faisais les cours d'aïkido, c'est comme si je ressentais même pas un oui ou un non dans mon corps, en fait, j'étais tellement déconnectée et je crois que c'est ça qui me manquait tellement aussi dans le suivi, c'est ce retour à soi, en fait, à son corps, ouais, c'était vraiment, bénéfique pour moi et aussi, il y avait, souvent le matin un moment où on parlait de la vie, de soi, de toutes sortes de sujets sur le conflit finalement qu'on peut, explorer à travers l'aïkido, mais du coup le conflit envers soi-même et puis je buvais toutes ces paroles, c'est comme si j'étais une plante asséchée qui attendait que ça, de parler de tous ces sujets auxquels qui restaient en moi endormis et enfin c'est comme si, on me comprenait et puis, on avait aussi toutes ces rencontres avec des personnes de tout horizon différents. Il y avait aussi le fait qu'on cuisinait, on mangeait ensemble, donc moi aussi je cuisinais pour les autres, enfin ça c'était un gros challenge et petit à petit, voilà, j'ai retrouvé un
cadre, vraiment une structure, une hygiène de vie, voilà. Et puis, bah, j'y suis allée, jusqu'à ma ceinture noire. J'ai pu aussi donner des cours. Je me suis vraiment éclatée à donner des cours, même pour les enfants. J'ai retrouvé cette étincelle en moi, où déjà petite, j'adorais, être un peu comme un leader pour les autres finalement, parce que à l'époque, j'adorais aussi apprendre des chorégraphies de danse aux autres, être, bah, je suis aussi grande sœur et avoir ce rôle un peu de prendre soin des autres et j'ai retrouvé ça, je pense. Donc voilà et puis, du coup, bah, voilà, il y a eu toutes ces expériences-là, ça prendrait tellement d'heures de tout expliquer, mais en tout cas, dans cette période-là, j'ai continué à beaucoup écrire parce que c'est vrai que j'écris depuis que j'ai 13 ans environ, mes poèmes que vous retrouvez dans mon livre. Donc j'ai continué à beaucoup, beaucoup écrire, à canaliser, j'aime bien le dire comme ça, des poèmes parce que j'avais beaucoup de poèmes qui me venaient, hem, qui coulaient tout seuls vraiment et puis comme une thérapie et c'est venu, après se mettre en place, dans mon livre et ça m'a énormément aidée de mettre tout ça par écrit et puis, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ensuite, quand j'étais, donc dans ce dojo, j'avais pu faire, 4 jours d'observation. Donc il y avait une ergothérapeute qui faisait les cours aussi et elle était ergothérapeute dans un hôpital, psychiatrique et j'ai fait 4 jours d'observation et en fait, j'ai adoré ce stage parce que bon, je voulais aussi un peu après, trouver quelque chose parce que j'allais pas rester là-bas non plus pendant 10 ans. Mais du coup, j'ai fait ce stage d'observation et bah, c'était vraiment hyper touchant, d'utiliser l'art, comme moyen d'expression et d'ailleurs, j'étais déjà un peu intéressée par ça. J'avais fait, j'étais, à quelques conférences et cetera. Donc je me suis dit: «Ben, voilà, je me fixe cet objectif que quand je finissais, à l'été, suivant, mon séjour, d'Uchideshi, j'allais, commencer, cette école d'ergothérapie et puis, du coup, bah, c'était le moment pour moi aussi de partir de ce dojo. J'ai trouvé un studio à Montreux et bah, là, ça a été, aussi compliqué encore une fois parce que je partais d'un lieu où on était comme un peu une communauté, on était entourés et là, je me retrouvais à nouveau toute seule, sans vraiment un cadre. Donc là, j'avais toujours un peu ces phases de boulimie, donc j'avais plus vraiment de l'anorexie mentale, on va dire. Je souffrais plus trop d'anorexie mentale où j'étais dans un contrôle, cette envie de perdre du poids, mais à l'inverse, j'étais vraiment comme face à un vide intérieur et je crois surtout que j'arrivais plus à faire face à mes émotions et la nourriture, elle était encore vraiment très présente pour m'aider à m'apaiser. Donc voilà, ça c'était encore des restes qui étaient là parce que c'est vrai que, je l'ai dit aussi dans un de mes articles blog sur mon site internet que pour moi la guérison c'est vraiment, par couche. En fait, la vie va nous amener des événements où on voit où on en est encore et puis c'est pas noir ou blanc, le lendemain il y a plus rien. En fait, c'est vraiment comme un oignon, on va avoir à chaque fois une couche, plus profonde en nous et puis du coup, c'est de voir que c'est pas un échec finalement, c'est juste la continuité vers notre guérison. Du coup, voilà, j'ai essayé de faire l'examen d'entrée pour être ergothérapeute, mais j'ai pas réussi les examens.
Mais on était plusieurs à avoir loupé et puis on est devenus amis, puis on s'est dit: «Ben, voilà, on va faire, l'école d'infirmier finalement». Parce que c'est vrai que ça rejoignait pas mal aussi la relation, à l'autre et moi, c'est vrai que, à ce moment-là, j'avais déjà l'idée, je pense, de vouloir faire un livre avec, mon témoignage et cette envie, je pense, au fond de moi aussi de vouloir, aider les autres et c'était, je pense, une porte d'entrée. C'était une porte d'entrée, à mon avis, déjà pour aller vers cette relation d'aide et puis, bah, là, voilà, j'ai commencé l'école soins infirmiers, si on veut et ça m'a énormément aidée aussi encore dans mon chemin intérieur parce que du coup, en parallèle, je travaillais aussi dans un EMS et j'ai fait face à la mort, à la maladie, à la relation au corps qui change et en fait, ça m'a tellement aidée aussi pour moi, en fait, à ouvrir les yeux sur certains conditionnements encore que j'avais et certaines souffrances et en fait, j'ai aussi, pu voir la magie du corps, la résilience du corps. Ça m'a amené beaucoup d'amour aussi pour ce corps. Donc ça a vraiment contribué à ma guérison en positif. Donc voilà, en tout cas, je dirais que j'ai arrêté d'être dans cette souffrance, avec l'alimentation en 2015. Donc vu que j'ai commencé à glisser dans la maladie en 2008, je dirais que, c'était presque pendant 7 ans que j'ai fait tout ce cheminement intérieur et en fait, je pense que je me sentais surtout guérie quand je me sentais plus emprisonnée avec la nourriture et surtout que lorsque je me sentais pas bien ou, en détresse émotionnelle, j'avais d'autres moyens pour aller mieux. Alors je dis pas qu'aujourd'hui, je peux pas prendre enfin, aujourd'hui ça m'arrive de prendre, du chocolat ou ou de me faire des plaisirs quand, je sens le besoin et puis que j'ai peut-être un petit coup de down, mais disons que c'est plus des crises de boulimie où en fait, ben, comme à l'époque, je pouvais tellement me remplir que je vous dis, je pouvais même plus bouger, de mon lit en fait, je devais appeler ma mère en pleurs parce que je pouvais plus me lever tellement que j'avais mal et à un moment donné, j'avais même plus la force de me vider en fait, d'aller me faire vomir, j'en pouvais même plus et du coup, je savais que je prenais du poids et que je me détruisais complètement à l'intérieur mais j'étais dans une telle, détresse, que je pouvais pas faire autrement en fait. Je C'était ma bouée de sauvetage et du coup, quand j'ai pu sortir de ça, je dirais que c'est vraiment c'est là que j'ai senti que je respirais de nouveau. Donc voilà et puis ensuite, ben, voilà, je suis devenue maman de 2 enfants. Là aussi, bah, le fait, d'être enceinte, le fait d'être maman, ça m'a encore ajouté des clés en moi pour ouvrir des portes et puis, ben, petit à petit comme ça, j'ai retrouvé une autre relation avec le corps, avec beaucoup de gratitude aujourd'hui et de reconnaissance et c'est vraiment l'amour, mon guideline aujourd'hui et plus la haine et le désespoir et cette non-compréhension de pourquoi je suis là et donc j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que j'ai aussi, j'ai aussi été, durant mon cheminement intérieur, j'ai aussi été voir un naturopathe, une médium
j'ai, j'ai fait, tellement d'approches aussi par moi-même à travers YouTube, hein. Maintenant on peut faire beaucoup de choses aussi par soi-même où j'ai fait plein d'exercices de conscience, corporelle, si on veut. J'ai lu beaucoup de livres. Il y a eu tellement de choses qui sont venues, me libérer à chaque fois et puis je me suis noté des choses encore que j'ai envie de vous partager, en fait, qui peuvent vous aider, peut-être à, si vous souffrez de cette maladie ou si vous connaissez quelqu'un qui en souffre. Donc, pour moi, c'est vrai que il y a eu ces moments de prise de conscience durant tout mon cheminement, des fois à travers des livres où tout à coup j'ai eu cette ouverture en moi. Mais après, il y a la pratique et ça, c'est ça des fois le plus dur, c'est que on peut avoir tout à coup, une, très grande compréhension de ce qu'on vit, mais après c'est de le repratiquer chaque jour et de muscler cette résilience envers ses pensées. Parce que, aujourd'hui, en fait, si on veut, il y a des pensées qui vont peut-être pas disparaître, hein. Typiquement, ben, vu que j'ai aussi été, enceinte et cetera, on a le corps qui change et je mentirais si je disais que, heu, j'ai jamais eu la pensée: «Ah peut-être que là faudrait que je perde un peu de poids parce que je rentre plus dans le pantalon» ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, c'est des pensées que tout un chacun peut avoir. Mais en fait, c'est que, il y a plus toute cette histoire de souffrance autour et c'est vraiment comme un muscle que j'ai travaillé envers mes pensées grâce surtout à la méditation où je me suis détachée de ça. Puis c'est vraiment de l'observation de soi et de se dire: «Ben, je reviens à cette part en moi qui est dans l'amour vraiment» et puis, ouais, il y a cette histoire aussi que je me bats plus contre moi-même. J'ai aussi lâché prise sur un idéal, parce que là aussi on tombe dans un contrôle, hein. Donc, quand, on a envie de s'en sortir, si on se met déjà un objectif des fois, trop haut, bah, ça joue pas non plus. Donc des fois, c'est juste aussi de pas mettre un idéal, mais d'aller avec le processus. De mettre des petits objectifs parfois. Ça peut être juste, de se dire que, je sais pas, même si on fait une crise de boulimie, l'objectif ce serait pas de se dire: «Demain j'en fais pas», mais c'est peut-être se dire: «Bah, demain, peut-être que je referai une crise, mais je vais m'envoyer de l'amour». Vous voyez? Ça peut être ça aussi un objectif. Au lieu de s'envoyer de la haine, bah, c'est de se dire: «Je me sens pas encore prête d'arrêter cette crise, mais je vais petit à petit nourrir quelque chose en moi de positif». Hem et c'est comme, on donne souvent cet exemple de la canne ou de la béquille. Avant d'enlever la béquille pour remarcher, ben, on va peut-être muscler, les jambes, on va travailler l'équilibre, on va travailler la confiance en soi et puis une fois que ça, ce sera travaillé, on arrivera à enlever la béquille finalement et puis, c'est vrai que j'ai eu à un moment donné aussi, ce sentiment de devoir me sacrifier pour les autres. Quand je m'en suis sortie, je me suis sentie tellement coupable aussi de ce que j'avais fait vivre à mes proches et c'est vrai que, bah, j'en parle dans un épisode, de mon podcast, je crois qu'il s'appelle «Le syndrome du sauveur», où j'explique le fait que, heu, je me sentais tellement coupable qu'il fallait que je sauve un peu les gens, que je me donne plus que ce que je pouvais pour me faire racheter par la vie, si on veut. Mais là aussi, c'est ne plus être vraiment dans l'amour de soi. Donc voilà et puis,
Je pense que, ouais, je pense que c'est important d'avoir des gens qui nous entourent, qui peuvent nous aider à comprendre, cette maladie. Donc, bien sûr, il y a des symptômes qui sont classifiés, en psychiatrie, mais, il y a vraiment l'histoire de chacun aussi et puis, moi je vous invite vraiment à suivre aussi ce que dit votre cœur au fond finalement et pas de vous comparer trop aux autres et puis, de pas oublier, ce qui se passe en dessous du symptôme. Comme je vous ai dit, pour moi, j'avais l'impression que tout ça, finalement, c'était un outil pour, trouver un sens à ma vie, pour me sentir peut-être vivante et hem et j'étouffais vraiment toute une partie en moi et j'ai fait tout ce chemin où j'ai rencontré des gens, des approches qui m'ont aidée à rallumer cette lumière intérieure, je dirais et que c'est cette lumière-là, elle m'a jamais abandonnée et aujourd'hui, je remercie aussi ce passage parce que ça m'a permis de voir la vie différemment et puis, de voir le pouvoir de la manifestation aussi de la vie. Quand on est avec tout son cœur dans cette prière, qu'on s'aide soi-même, parce que je me souviens vraiment aussi ce moment-là dans ma vie où, j'avais décidé d'arrêter le droit. Je m'étais vraiment agenouillée, au sol et j'avais prié de tout mon cœur de m'en sortir et puis je me dis: «Mais c'est vrai que ben, il faut de la patience parce on a ce cri du cœur et il y a tout ce qui se met en place entre 2 et puis il y a rien à atteindre finalement, c'est le processus qui compte, et c'est pour ça que je dis d'aller au-delà d'un idéal parce que, c'est quoi finalement un idéal? Vous voyez? Un idéal de la guérison, c'est, c'est de nouveau se mettre une pression et c'est plutôt, moi je vois de retrouver un chemin avec la vie qui compte. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et que ça n'a pas que c'est pas parti un peu dans tous les sens. J'aurais aimé vous donner encore plus de détails peut-être, mais je pense que j'avais envie d'aller aussi à l'essentiel. Et puis, ben, bien sûr, vous retrouvez encore plus de vécu intérieur dans mon livre. Vraiment, j'insiste parce que j'ai repris vraiment les passages tels quels comme je les avais écrits au niveau des poèmes et je pense que ces poèmes, ils sont vraiment là aussi pour vous amener du réconfort à travers les mots. On se rend pas compte des fois comment les mots ont un pouvoir de guérison et puis, ben, j'ai partagé ce livre en 5 chapitres pour que ce soit agréable à lire, hem et voilà. En tout cas, c'est avec plaisir que j'échange avec vous par message si vous sentez l'appel et puis, bah, je vous souhaite une magnifique suite à vous. À bientôt.